Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à suivre cette édition en langue française de la synergie par les médias RPA Inzamba et la télévision Renaissance. Le journal de ce 31 août 2020 est consacré à la journée internationale des victimes de disparition forcée célébrée le 30 août chaque année. À suivre dans ce journal l'état des lieux des disparitions forcées au Burundi depuis 2015. L'ONG locale, le Forum pour le renforcement et le développement FOCODE, à travers sa campagne Non Désert, a déjà relevé une centaine de cas depuis le début de la crise politique de 2015. FOCODE indique que les présumés auteurs de ces enlèvements sont les agents du service national de renseignement. Également, dans ce journal, vous allez suivre les conséquences de ces disparitions forcées sur les familles des victimes. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. 400 personnes ont été portées disparues au Burundi depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Parmi ces cas de disparition, 200 ont été documentés par la campagne Dondeza lancée par le FOCODE. Ces cas de disparition forcée ont été opérés dans différents coins du pays. N'est-ce pas, Nadège Ilakoze? En prenant seulement pour exemple la documentation du Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle, effectuée durant une année, c'est-à-dire entre août 2019 et août 2020, au moins 27 personnes ont été portées disparues. Ces victimes de disparition forcée proviennent de différentes provinces du pays, telles que Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Gitega, Muramvya et Ngozi. Parmi ces 27 victimes figure une femme du nom de Janine Niranyibagira, employée de la mutuelle de la fonction publique, disparu le 8 juin 2020 après avoir répondu à un rendez-vous d'un homme qui serait un officier de la police. Il y a également un ancien journaliste de la RPA, Emmanuel Damnizigiye, alias Mesheme, qui a été enlevé par des agents du service national de renseignement à Kamenge. Certaines victimes sont également des militants des partis de l'opposition. Il s'agit de 6 membres du parti CNL, 3 militants du parti MSD, 2 Imbonerakure du parti CNDD-FDD et un militant du parti UPD Zigamiba. Vous saurez qu'en 2015, le FOCODE a pu documenter 47 cas de disparition forcée, 58 cas en 2016, 18 cas de disparition forcée en 2017, 35 cas en 2018, 25 cas en 2019 et 18 cas en 2020. Merci Anadège. Il a causé les contestataires du troisième mandat de Pierre Nkurunziza et certains opposants politiques ont été la première cible des disparitions forcées depuis 2015. Révélation de Pacifique Ninazwe, président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Il souligne aussi que les présumés auteurs de ces enlèvements sont les agents du service national de l'enseignement. Suivez Pacifique Ninazwe. Le corps le plus impliqué dans le phénomène de disparition forcée, c'est avant tout le Service national de renseignement, le SNR, qui d'ailleurs dispose de cachots secrets. Et ici, je dois rappeler que la majorité des cas de disparition forcée commencent par une détention secrète dans ce genre de cachots secrets. Et à part le patron du Service national de renseignement, il y a des organes du renseignement qui sont très importants dans ce phénomène de disparition forcée. C'est d'abord le chef de cabinet de l'administrateur général du SNR, lui qui doit signer, qui doit débourser des frais des opérations pour chaque opération d'enlèvement, d'arrestation des gens qui ont fini par disparaître. Il y a des frais qui sortent et c'est le chef de cabinet qui les débourse. Il y a aussi d'autres organes comme ce qu'on appelle DDI, le cas du colonel Alexis Ndaïkengurukiye alias Ngoroka ou l'officier du renseignement Joseph Mathias Nyonzima alias Kazungu. Ce sont des gens qui jouent un rôle très important dans la coordination de toutes ces opérations. Le deuxième corps le plus impliqué, c'est la police nationale. Il y a des organes de la police comme la GMIR. Souvent, on a évoqué le nom du commissaire Félix Niyorugira dans les opérations d'enlèvement ou d'arrestation de futures victimes de disparition forcée. La brigade anti-émet, notamment à l'époque où elle était commandée par le commissaire Désiré Ouamahoro. Il y a aussi l'API,
surtout la garde présidentielle où certains noms ont circulé souvent comme auteurs de disparition, le brigadier Jonas Ndavirinde, l'APC Claude Nijimbere alias Matui et d'autres. Il faut aussi rappeler que la police dispose d'un bureau de renseignement. Le troisième corps très impliqué, c'est l'armée nationale, aussi à travers la BSPI, la garde présidentielle. C'est le parti CNDD-FDD qui dispose d'une milice éparpillée un peu partout, utilisée dans les arrestations. Le CNDD-FDD aussi qui à un moment disposait d'un cachot secret à la permanence nationale et dans certaines autres permanences. Et depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, des cas de disparition forcée continuent à endeuiller différentes familles des Burundais. Analyse de Monseigneur Jean-Louis Nahimana, ancien président de la Commission Vérité et Réconciliation sévère. Nombreux parmi les Burundais gardent des blessures à la suite de des leurs qui sont restés introuvables. Suivez Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Je peux citer quelques dates que la mémoire collective au Burundi a retenues. Déjà en 1962, dans la foulée même de l'indépendance, on assiste aux premiers assassinats. On a connu des disparitions forcées de beaucoup de Burundais. Par exemple, 1965, 1969, 1971, 72, 1988 et depuis 1993, le Burundi a sombré dans une guerre fratricide terrible où justement plusieurs personnes ont été portées disparues et encore aujourd'hui. Vous pouvez le constater vous-même, comme cela se laisse voir. Au Burundi, depuis 1965, tous les 3-4 ans, il se passe toujours des choses horribles. L'histoire récente du Burundi est émaillée par des cycles de violence répétitifs qui malheureusement ne cessent d'endeuiller les familles et le Burundi. Donc les disparitions forcées, je dirais que c'est une réalité qui est là. Et malheureusement, nous voyons comment notre pays peine justement à juguler ces cycles de violence. Nous avons besoin d'une nouvelle élite, une élite clairvoyante, une élite éprise de paix pour justement amener les Burundais à construire un avenir meilleur afin que tout le monde puisse avoir sa place au soleil. Quand peut-on donc parler de dispersion forcée? Les spécialistes du droit font savoir que la dispersion forcée est un crime contre l'humanité car elle prive la liberté de la personne humaine. Ce crime est en général commis par les agents de l'État et un groupe de personnes agissant sous le contrôle de l'État. Suivez les explications ici de maître Gustave Nyonzima. La disparition forcée est consacrée par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée. Au niveau de l'article 2 de la dite convention, la disparition forcée est l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute forme de privation de liberté exercée par des agents de l'État ou avec un groupe de personnes agissant sous l'autorité étatique, suivi de déni de la reconnaissance de la privation de la liberté ou de la dissimulation de son sort réservé à la personne disparue. Donc vous entendez qu'au niveau de la disparition forcée, il y a 3 éléments essentiels. D'abord, la privation de la liberté, secondo, la participation directe ou indirecte des agents de l'État, tertio, le refus par des autorités de la reconnaissance de l'enlèvement. Donc ce sont les 3 éléments qui constituent la disparition forcée conformément à l'article 2
de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cette disparition forcée constitue une violation grave des droits de l'homme qu'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, et la Constitution même de la République du Burundi, où on retrouve des éléments essentiels comme le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, et le droit à être sécurisé par l'État. Donc la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée a été adoptée par les Nations Unies le 20 décembre 2006 et signée par la République du Burundi le 6 février 2007. Mais le Burundi n'a pas encore une fois ratifié la dite convention. Au niveau de la CPI, la disparition forcée est reconnue et le Burundi pourra être poursuivi via ces dignitaires ayant commis ce forfait. Les familles des victimes ne doivent pas être désespérées. La lutte contre l'impunité se poursuit, quel que soit le temps que cela va prendre. L'assurance est de Maître Dieudonné Bachelet Chizé, le président du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, garde espoir qu'après avoir recoupé les informations déjà en sa disposition, la CPI pourra entamer les poursuites contre les responsables suivis. Vous savez que la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur le Burundi le 25 octobre 2007 et le Burundi s'est retiré du statut de Rome qui a mis sur pied cette Cour 2 jours après, le 27. Mais cependant, ceci ne suspend pas les enquêtes qui étaient en cours et nous gardons l'espoir que tôt ou tard, cette Cour pourra commencer la phase de mise en accusation et de jugement des responsables de ces crimes. C'est vrai, il est difficile de déterminer quand, parce que une cour qui a été mise en place par un traité, il y a des implications géopolitiques et géostratégiques. On leur a fourni tous les éléments qu'on avait. On les a fournis aussi à la commission internationale d'enquête sur le Burundi mise en place par les Nations Unies. Et nous espérons que après avoir recoupé toutes ces informations qu'on leur a fournies, cette Cour se décidera à entamer les poursuites contre les responsables. Si par extraordinaire, cette Cour ne parvient pas à juger les responsables, nous espérons que le peuple burundais, dans sa marche vers un état de droit, pourra réformer l'appareil judiciaire et que ces personnes pourront être jugées par une justice burundaise réformée. Mais cela étant, il faut bien que les victimes gardent espoir. Et gardent espoir tout en étant très prudents, parce que le gouvernement a, semble-t-il, commencé à ratisser toute la région pour identifier les éventuelles victimes qui auraient donné des procurations aux avocats des victimes. Il y a des pays où ces victimes ont été objet ou bien de menaces ou bien d'une approche tendant vers une corruption morale en disant voilà, la personne est morte, il faut oublier, ces gens-là, ils vous promettent des monts et merveilles alors que rien ne peut arriver, nous sommes forts, nous sommes au pouvoir. Mais les victimes ne doivent pas désespérer. La lutte contre l'impunité est une lutte de longue haleine. Nous espérons que cette force ponctuelle de ces bourreaux ne sera pas éternelle et que tôt ou tard, la justice finira par triompher.
Un proche d'une personne portée disparue considérera toujours le gouvernement comme criminel tant que la victime n'aura pas été retrouvée. C'est l'éclairage d'Anicette Sabimana, psychologue. Anicette Sabimana ajoute que le proche du disparu ne se méfiera de tout le monde et peut même en devenir fou. Suivez. Ce n'est ni la mort ni la vie pour lui. Alors il se pose mille questions. Il se dit, est-ce que ma personne, mon papa, ma mère, est-ce qu'elle est encore en vie? Et ça affecte sa personne, ça affecte son cerveau et par conséquent ça affecte son cœur. Au fond de la personne qui a perdu la sienne ou le sien, il y a une dépression intense. Parce que la personne se dit, voilà, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais affronter, je vais parler de la question ou débattre de la question de la perte de mon être cher avec mon voisin ou avec tel autre? Alors, il se donne une réponse. Il se donne une réponse en disant non, je n'ai pas confiance à ces personnes. Il se peut que tel ou tel autre soit complice. Alors, il évite toute personne qui l'entoure. Il évite les amis, il évite les proches aussi, parce qu'il se dit non, à qui vais-je avoir confiance? Et finalement, il se dit, alors, pour moi, je vais faire un repli sur moi, parce qu'il n'y a personne tout autour qui compatit avec moi, qui me protège. La personne doit éviter toute personne et évitera aussi les forces de l'ordre. Même s'il y a un problème qui naît, un autre problème qui naît dans son foyer, il n'aura pas le courage d'appeler secours aux forces de l'ordre. Alors, c'est la dépression, c'est le trauma à un niveau plus bas et avec le temps, le trauma se développe et plus tard, on peut avoir même des troubles mentaux, des maladies mentales. Si vraiment la question n'est pas résolue, si la personne perdue n'est pas retrouvée ou s'il n'y a pas une histoire ou une version vraie qui réconforte ou qui rassure, comme l'État, c'est lui qui est engagé dans la perte de ces personnes, dans la disparition, alors la personne qui aura perdu ou qui a perdu son être cher, il dira finalement mon gouvernement n'est pas un gouvernement protecteur, n'est pas un gouvernement parent, comme on dit en Kirundi, gouvernement l'État vieilli. Non, il dit au contraire, c'est un gouvernement tueur, assassin, un gouvernement qui fait disparaître les nôtres, et un gouvernement qui décapite, un gouvernement qui fait du n'importe quoi sur la vie, et finalement qui fait semblant, qui protège, et alors qui fait le contraire. Quittons à présent la page Droits de l'homme pour parler de l'insécurité qui est grandissante dans le pays aujourd'hui. Des affrontements entre les forces de l'ordre et des groupes armés ont eu lieu tout au long de la semaine dernière dans les provinces de Rumongue, Bujumbura, Bubanza et Muramvya. Le bilan provisoire de ces affrontements font état de plus de 20 personnes tuées, plusieurs blessés et un nombre encore inconnu de ceux qui sont portés disparus. Les forces de l'ordre ont profité de cette situation d'insécurité pour arrêter injustement, plutôt pour arrêter les jeunes de la commune Mugamba, Burambi et Mukike. Des détails avec Thierry Bigrindavi. Ce week-end, des attaques des hommes armés ont eu lieu dans les provinces de Bujumbura, Bubanza et Muramvya. Sur la colline de Busimba, province et commune Muramvya, des hommes en uniforme militaire ont tué une personne et blessé des autres. Les personnes visées auraient voulu poser des questions pour connaître leur identité. Dimanche le lendemain, ces hommes armés ont été aperçus dans une petite forêt de Sunzwe, dans la commune de Kiganda, de la même province de Muramvya. Cette forêt s'étend sur les collines de Gisenyi, Musongati et Gaweza, en commune Kiganda, et se prolonge jusqu'en commune de Rusaka, de la province de Mngaro. Dans la province de Bubanza aussi, des affrontements ont opposé un groupe des hommes armés et les forces de l'ordre dans la commune de Musigati sur la colline Kayange. 2 membres du CNDD-FDD ont été tués dans ces combats, dont un certain Gapocho, responsable local de la jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure. Ces attaques attribuées au groupe rebelle s'ajoutent à une autre attaque qui avait eu lieu au début de la même semaine dans les communes de Muhuta, Burambi et Bugarama de la province de Rumongue au sud-ouest du Burundi. Le bilan provisoire des affrontements entre la police, l'armée et ces groupes armés font état d'une 20aine de personnes tuées et un nombre inconnu d'otages. Le mouvement rebelle Red Tabara a affirmé dans un communiqué que ce sont ces combattants qui se sont affrontés à des policiers et des miliciens Imbonerakure.
Cette même semaine, les forces de l'ordre ont profité de cette insécurité pour procéder à des arrestations en cascade de jeunes élèves en vacances dans les communes de Mugamba, Burambi et Mukike. Ils sont tous accusés de collaboration avec les groupes rebelles de Red Tabara. Le cas le plus emblématique de ces arrestations est celui de Nounou King Brice, Ndaba Nogueye Edi Moïse, des jeunes élèves natifs de la colline Kivumu, commune Mugamba, arrêtés par les militaires sur la colline Musinzira de la commune Mukike, alors qu'ils se rendaient à Mukike pour rendre visite aux membres de leur famille, selon nos sources sur place. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est au courant du lieu de détention de Brice et Edi Moïse. Merci à Thierry Bigrinda. En bref, avant de clore cette édition, rappelons que les 4 porteurs du groupe de presse Iwachu totalisent lundi 315 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel également, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Indiroussa, Terence Mosezi et J.D. Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fin cette édition spéciale de la synergie par les médias RPA, Radio Inzamba et la télévision Renaissance de ce lundi. Merci pour votre attention. À la prochaine.